la volonté de conduire le changement à la hauteur des enjeux. Cette vidéo nous permet de comprendre d'où l'on vient afin de mieux savoir où l'on doit aller et comment y aller. Notamment la vision de l'économie marchande avec les 8 principes fondamentaux des individus, l'organisation des échanges lors des grandes périodes d'évolution de l'Europe, la contribution de Othon Ier en qualité d'empereur fondateur du Saint-Empire romain germanique qui a dessiné l'histoire du 2e millénaire et de ce début de 3e millénaire. La stratégie de développement de la civilisation européenne avec le développement de l'économie marchande de cœur marchand en cœur marchand sur les grandes routes commerciales de l'Europe, la contribution de Jacques Coeur au développement de l'économie marchande, le déficit de culture économique de la France. Les leviers du système de l'économie marchande avec l'analyse des systèmes autocontrôlés, la mission des institutions, des entreprises publiques, privées et associatives, le modèle économique de référence qui fait le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis 10 siècles, les finalités de l'économie en termes de création de valeur, les valeurs de référence de la culture économique, la dynamique de progrès vers l'excellence. La création de valeur la plus équilibrée possible pour toutes les parties prenantes, avec la rentabilité des efforts déployés, les satisfactions morales au regard des 8 principes fondamentaux des individus, les émotions ressenties au regard de l'optimisation de la relation client. La dynamique de progrès vers l'excellence de l'économie, avec les axes de développement individuel et collectif, les 4 comportements caractéristiques, la sociodynamique du leadership, notamment la volonté, la création de valeur, l'excellence des pratiques, la mobilisation collective, le profil des forces compétitives actuelles, le profil des forces compétitives souhaitées, le plan stratégique de progrès. La vision de l'économie marchande. Tous les vestiges des sites préhistoriques de la vallée de la Vézère en Dordogne et de la grotte du Pont de l'Arc en Ardèche mettent en évidence les 8 besoins fondamentaux des individus depuis 32 000 ans. Les besoins physiologiques vitaux tels que l'identité, l'alimentation, le logement, la santé, l'habillement, le mobilier, l'éducation, etc. Les exigences de vie en société telles que la législation, les circulaires, les normes, les exigences techniques, sociétales, sociales, environnementales, etc. Les besoins d'usage des produits et des services tels que les méthodes, les outils, les fonctionnalités, l'éco-conception, les performances, la fiabilité, l'ergonomie, le prix, etc. Les besoins de sécurité, de confort et de facilité, tels que la sécurité des biens et des personnes, les garanties, les facilités d'apprentissage, le service après-vente, etc. Les besoins d'appartenance à des références, tels que les valeurs morales, la propriété intellectuelle, les marques, les clubs, les associations, les adhésions, etc. Les besoins d'estime et de communication, notamment l'estime de soi, l'estime des autres, le discours de marque, les relations humaines, etc. Les besoins d'accomplissement à la hauteur de ce que les parties prenantes veulent être, paraître, représenter aux yeux des autres et devenir dans le futur, tels que les relations clients, les divertissements, le plaisir, l'amour, etc. Les besoins d'engagement, tels que l'implication sociétale, politique, sociale, syndicale, l'implication dans les réseaux sociaux, dans les causes humanitaires, dans le développement durable, etc. Comme le dit Edgar Morin, l'individu est le résultat d'une co-construction entre son intelligence et son environnement. D'où l'importance des échanges verbaux et des échanges de produits et de services pour répondre aux 8 besoins fondamentaux des individus. Tels sont les fondements du commerce, tels sont les fondements de l'ordre marchand qui s'est organisé pour répondre de façon ordonnée aux besoins et aux attentes des individus. Tels sont les fondements de l'économie qui se révèle être l'invention la plus importante de l'humanité.
Telles sont les innovations qui sont nées de ces besoins avec le développement de l'agriculture, de l'élevage, des transports, de la comptabilité, etc. Ainsi, l'économie marchande est l'un des principaux fondements de la civilisation. L'organisation des échanges, que l'on nomme l'économie, n'est pas un phénomène naturel parce qu'elle met en évidence les capacités de leadership, de pouvoir et de valeur de référence à l'échelle de la société. Ainsi, l'économie est le résultat d'un compromis et d'une hiérarchie de préférences conclue dans les faits entre les 4 ordres dominants qui gouvernent les sociétés humaines. L'ordre temporel des gouvernants, qui assure la mise en perspective de l'avenir et le leadership nécessaire à toute organisation. L'ordre spirituel de la religion, qui assure la foi dans l'avenir et dans l'éternité. L'ordre économique marchand, qui crée de la valeur, c'est-à-dire l'organisation qui répond aux besoins et aux attentes des individus, en assurant l'efficacité des efforts engagés, la récompense procurée par les satisfactions morales et les émotions perçues par les individus à la hauteur de ce qu'ils veulent être, paraître, représenter et devenir. Et enfin l'ordre populaire, autrement dit le pouvoir du peuple. Ainsi, l'intelligence du compromis et la hiérarchie des préférences constituent un paradigme dominant à chaque époque, c'est-à-dire une perception, une représentation, une vision du monde, un modèle, un courant de pensée dominant. À titre d'exemple, selon le paradigme de Darwin, la religion catholique n'est pas compatible avec l'évolution des espèces. L'Europe a été configurée par des divisions et des empires successifs qui ont dessiné la civilisation européenne, que l'on peut définir comme l'ensemble des traits qui caractérisent l'état de la société, du point de vue culturel, politique, intellectuel, environnemental, économique, sociétal, social et moral. Les évolutions politiques. Commençons sous l'Empire romain, qui est créé par l'empereur Auguste en 27 avant Jésus-Christ et qui s'étend jusqu'à sa chute en 476 après Jésus-Christ, sous la pression des invasions barbares. Il n'a cessé de s'agrandir au fil des guerres, à l'issue desquelles le pouvoir met en place dans les territoires des grandes exploitations pour cultiver la vigne, le blé, les olives, afin d'assurer les besoins alimentaires dans l'Empire. Le paradigme dominant est la défense des frontières pour contenir les invasions barbares et conserver l'intégrité de l'Empire. L'Empire carolingien est le résultat de l'expansion territoriale du royaume franc sous l'influence de la dynastie carolingienne pendant le Haut Moyen Âge. Il s'étend de l'Europe occidentale à l'Europe centrale. Il s'étend sur la période allant de 768 à 843, avec la consécration de l'Empire et le sacre de Charlemagne à la Noël de l'an 800 par le pape Léon III, en remerciement des services rendus à la papauté, notamment la neutralisation des Lombards. Il reçoit du souverain pontife le titre inédit d'empereur des Romains. Le paradigme dominant de l'Empire carolingien est l'organisation politique, économique et culturelle de l'Empire. En l'an 843, l'Empire de Charlemagne est divisé entre ses 3 petits-fils par le traité de Verdun. Charles II le Chauve reçoit la Francie occidentale, Lothaire Ier reçoit la Francie médiane, Louis II de Germanie reçoit la Francie orientale et les Marches à l'est de l'Empire. Grâce à sa situation privilégiée dans l'Empire, la Flandre est l'un des centres les plus actifs de la vie économique en Europe occidentale. L'économie domaniale y reste dominante et le commerce se développe en un vaste mouvement commercial en Europe du Nord sur les cours d'eau de l'Escaut, de la Meuse, du Rhin, du Main, de l'Elbe. À partir de l'an 936, Othon Ier procède à des réformes profondes pour reconstituer les 2 tiers de l'Empire de Charlemagne. Il crée ainsi le Saint-Empire en 962, qui dure près de 1000 ans, en dessinant ainsi l'histoire de la civilisation européenne du 2e millénaire et de ce début de 3e millénaire. La création du Saint-Empire modifie profondément les échanges économiques en Europe, en facilitant l'émergence des grandes routes commerciales qui ne sont que rarement passées par la France. Le paradigme principal passe de la possession de la terre
et du pouvoir des seigneurs à la possession de l'argent par la classe émergente de la bourgeoisie. À partir des années 1980, le dirigeant chinois Deng Xiaoping invente le socialisme de marché que nous appellerons le libéralisme social, fondé sur la redistribution des richesses. Ainsi, le libéralisme social et l'intelligence du compromis dessinent inéluctablement l'histoire de ce début du troisième millénaire. En somme, la mondialisation d'aujourd'hui consacre le triomphe du libéralisme social, de l'intelligence du compromis et du modèle économique historique de référence qui fait le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis 10 siècles. Othon Ier succède à son père Henri Ier l'Oiseleur. Il est sacré roi de Francie orientale et roi de Germanie le 7 août 936 dans la chapelle palatine de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Il a 24 ans, il est jeune, il est beau, il est très intelligent, il est acclamé par le peuple. La cérémonie s'est déroulée dans différents lieux. Tout d'abord dans la cour de la cathédrale où il est élu par les ducs en qualité de roi de Francie orientale, puis dans la chapelle palatine où il reçoit les insignes de son pouvoir, l'épée, le manteau, le bracelet, le sceptre, le bâton de commandement. Puis il s'assied sur le trône de Charlemagne, comme tous les rois de Germanie durant 600 ans. Puis il offre un banquet dans l'immense salle de l'Assemblée de plus de 1000 m², située dans le palais de Charlemagne, à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle. Son allocution et l'impact de Othon Ier dans l'histoire peuvent se résumer ainsi. Je veux restaurer l'empire de Charlemagne et la dignité impériale en légitimant le pouvoir temporel de l'empereur sur le pouvoir spirituel de l'Église catholique romaine. J'assurerai la protection de l'Église, mais en contrepartie, je mettrai le savoir des ecclésiastiques au service du rayonnement de l'Empire. La société, l'économie et le bien-être social seront au premier rang de mes préoccupations. Je créerai toutes les conditions d'un élan économique exemplaire et durable, fondé sur la liberté de chacun d'entreprendre à la hauteur de ses ambitions et de ses talents. Je veux que les 3 siècles qui vont suivre soient des périodes de prospérité historique. Je veux écrire l'histoire de l'avenir de l'Occident pour 1000 ans en donnant une impulsion déterminante à l'économie marchande. Et il en fut ainsi. Dès 936, Othon Ier comprend très vite la nécessité de reprendre la judicieuse stratégie de légitimation royale qui avait été initiée par Charlemagne. La vision de Othon Ier est fondée sur le Reichskirchensystem, c'est-à-dire sur un système d'empire fondé sur une mainmise du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel de l'Église catholique romaine. Le souverain doit être le premier soutien de la dignité papale et doit bénéficier en retour de la délégation divine du pontife de l'Église catholique romaine sur les autres évêques. Il veut contrôler la même nomination des prélats de l'Église afin d'utiliser leurs compétences pour gérer les biens de l'Empire et pour donner de l'éclat au pouvoir impérial. Dès 936, Othon Ier conduit une véritable politique d'expansion vers l'Est jusqu'aux rives de l'Oder. Il met fin aux invasions des Hongrois qui causent des ravages très importants. Il défait les Hongrois à la bataille du Lechfeld. Il pacifie les marches belliqueuses nordiques ou slaves et consolide ses positions en Lotharingie et en Germanie. Il rétablit solidement les marches aux frontières de l'Empire, notamment la marche Ostmark, la future Autriche. Il obtient une première allégeance des rois de Bourgogne, qui manifestent ainsi leur reconnaissance diplomatique envers Othon Ier, considéré comme le grand défenseur de l'Église catholique romaine. Les soldats et les dignitaires religieux l'acclament comme le sauveur de la chrétienté. Dès 936, Othon Ier organise les moyens humains qui permettent le développement de l'économie marchande. Il confie aux hommes d'Église, qui sont quasiment les seuls à savoir lire et écrire, le pouvoir d'administrer les biens de son futur empire. Il instaure ainsi le statut de dirigeant d'entreprise en reconnaissant qu'il s'agit d'un véritable savoir-faire. Dès 936,
Othon Ier crée de la monnaie d'argent en grande quantité en exploitant les mines d'argent de la région de Goslar dans le massif du Harz. Cette monnaie d'argent permet d'échanger des biens et des services contre de la monnaie et contribue progressivement à faire disparaître la pratique du troc. Il crée ainsi le pouvoir des clients qui payent avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Cette création de monnaie change le paradigme de la richesse de cette société du Haut Moyen-Âge. Jusqu'à la création de la monnaie en masse par Othon Ier, la richesse est fondée sur la possession de la terre. Après la création de la monnaie en quantité, la richesse est fondée sur la possession de l'argent qui s'accompagne de l'émergence d'une nouvelle classe sociale que l'on nomme la bourgeoisie. Dès 936, Othon Ier instaure le statut de ville libre pour désigner une ville autonome du Saint-Empire directement subordonnée à l'empereur et placée sous le pouvoir temporel d'un prince-évêque en remplacement du seigneur féodal comme à Lübeck, Utrecht, Cologne, Augsbourg, Mayence, Worms, Spire, Strasbourg, Bâle, Ratisbonne, etc. Contrairement aux villes libres d'Empire, les villes libres ne sont pas tenues de contribuer en hommes et en argent aux croisades et autres guerres menées par Othon Ier. Dès 936, Othon Ier instaure la liberté d'entreprendre dans les villes libres, sans distinction de classe ou de nature des activités d'entrepreneurs, de marchands ou d'artisans. Dès 936, Othon Ier instaure la liberté de travailler sans en être empêché par quiconque et en affranchissant ainsi les individus des liens du servage. Dès 936, Othon Ier crée toutes les conditions de développement de l'économie marchande, de cœur marchand en cœur marchand, ainsi que la création des routes commerciales qui ne sont que rarement passées par la France. On assiste dans tout l'Occident à la multiplication de la productivité et des échanges, avec la construction des églises, avec la création de marchés couverts, avec le développement des villes, etc. Dès 936, Othon Ier se distingue par sa contribution à l'architecture, aux arts et à la culture, en empruntant à l'Antiquité romaine ses formes et ses principes, conjugués à un modèle germanique original. Il permet l'expression d'une spiritualité en mouvement, telle que l'église Saint-Pierre de Metz, la cathédrale de Worms, la cathédrale de Spire, la cathédrale de Magdebourg et la superbe cathédrale de Mayence. Ces édifices d'art roman à l'origine possèdent la plupart du temps un double chœur, dont l'un est de forme octogonale afin de rappeler la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle et ses tribunes byzantines. En 962, Othon Ier crée le Saint-Empire qui établit le lien entre les pays de la mer du Nord et de la mer Baltique avec les pays de la mer Méditerranée et la route de la soie, en favorisant ainsi les échanges avec l'Inde, l'Afghanistan, la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est. Le Saint-Empire favorise ainsi le développement de l'économie marchande, de cœur marchand en cœur marchand, en installant les grandes routes commerciales et l'idéologie dominante du libéralisme qui dessine l'histoire du deuxième millénaire, puis du libéralisme social qui caractérise l'histoire de ce début de troisième millénaire. Le 2 février 962 à Rome, Othon Ier est couronné empereur des Romains par le pape Jean XII. Il crée ainsi le Saint-Empire qui sera dénommé plus tard par les historiens le Saint-Empire romain germanique. La couronne, de forme octogonale, symbolise les deux cités saintes de Rome et de Jérusalem. Elle est le symbole le plus significatif de cette monarchie sacrale. Le couronnement au titre d'empereur confère à Othon Ier le surcroît d'autorité qu'il attend. Il se trouve à mi-chemin entre le sacré et le laïcat. Le 13 février 962, Othon Ier promulgue le Privilegium Othanionum en accordant au pape les mêmes privilèges que ceux que les Carolingiens avaient reconnus. Il oblige tout nouveau pape à prêter serment devant l'empereur avant de recevoir la consécration pontificale. Tout en donnant des privilèges au Saint-Siège, le Saint-Empire place la papauté sous la tutelle impériale. L'empereur garantit l'autorité impériale sur les églises locales du Saint-Empire et s'oblige à défendre l'ordre et la paix dans la chrétienté. Le sacre de l'empereur lui confère une certaine sainteté. Il est ainsi habité par l'Esprit de Dieu, ce qui le distingue du reste de l'humanité. Dès 962, Othon Ier organise les diètes d'Empire, qui sont l'institution du Saint-Empire chargée de veiller sur les affaires générales
et de trouver une solution aux différends qui pourraient s'élever entre les duchés ou les États confédérés. Ces diètes sont organisées à Worms, à Mayence, à Goslar, à Spire, à Magdebourg, à Ratisbonne, à Augsbourg, etc. Les décisions des diètes sont enregistrées par la chancellerie qui les communique dans l'Empire. En 1962, la sépulture de Othon Ier dans la cathédrale de Magdebourg a été restaurée pour célébrer le millénaire de la création du Saint-Empire romain germanique. La marque de Othon Ier dans l'histoire est résumée par le discours de commémoration de l'événement. Othon Ier a réussi à unifier l'Empire de l'intérieur, à repousser victorieusement vers l'extérieur les attaques ennemies, à élargir le territoire impérial et à étendre la sphère d'influence germanique sur toute l'Europe, à donner un élan déterminant à l'économie marchande sur les grandes routes commerciales de l'Europe, en poussant la liberté depuis des siècles et pour des siècles. Si bien que l'on peut considérer aujourd'hui Othon Ier comme le premier empereur des Allemands, si bien que l'Empire a dessiné la civilisation occidentale, si bien que l'on peut qualifier le Saint-Empire de Othon Ier comme la première tentative d'unification de l'Europe. Naturellement, comme l'économie permet de répondre aux 8 besoins fondamentaux des individus, les ruptures des cycles économiques structurent les grandes périodes d'évolution de l'histoire. Ainsi, avant 936, date d'arrivée au pouvoir de Othon Ier, qui crée de la monnaie en masse, nous sommes à l'ère de la féodalité, c'est-à-dire à l'époque du pouvoir des seigneurs qui possèdent les terres et exercent un pouvoir de servage. Après 936, le paradigme dominant de la société est la possession de l'argent, avec l'émergence des entrepreneurs, des marchands et des artisans qui forment la classe sociale de la bourgeoisie, qui lutte contre le pouvoir temporel des gouvernants et contre le pouvoir spirituel des religions. Entre 936 et 1137, date de l'émergence de l'économie marchande à Bruges, du fait d'une déshérence d'empereurs du Saint-Empire, cette période se caractérise par le développement du libéralisme agricole, avec la généralisation de la vente des produits agricoles produits par les abbayes contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Cette période se caractérise par la prospérité. Entre 1241 et 1669, date de la dissolution de la Hanse du fait de l'apparition du commerce au long cours pratiqué par les Néerlandais. Cette période est caractérisée par le développement des grandes routes commerciales et de la civilisation occidentale. Les grandes routes commerciales se développent sur 2 axes. D'une part, un axe qui longe la mer du Nord et la mer Baltique en direction de la Russie, en passant par Londres, Bruges, Hambourg, Lübeck, Rostock, Gdansk, Riga, Novgorod. D'autre part, un axe nord-sud qui relie la mer du Nord et la mer Baltique avec la mer Méditerranée et les débouchés de la route de la soie, en passant par Londres, Bruges, les villes de la Hanse, Augsbourg, Bergame, Milan, Gênes, Venise, Florence, Rome, vers Constantinople, Izmir et Damas. Entre 1669 et le milieu du XVIIIe siècle, avec l'émergence des Lumières et du courant franc-maçon de l'Église de la République, la période se caractérise par 2 avancées majeures. D'une part, le commerce au long cours avec l'innovation de la flûte hollandaise, d'autre part, l'organisation à Gênes de la banque moderne. Cette période de grande prospérité culturelle et commerciale est appelée aussi le siècle des Génois. Entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, cette période se caractérise par le siècle des Lumières, qui est un mouvement philosophique, littéraire, culturel et bourgeois qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme, le libéralisme, la lutte contre l'obscurantisme, la rupture entre les États et l'Église catholique, la rupture avec l'arbitraire de la royauté et de la noblesse, l'émergence des monarchies constitutionnelles à l'anglaise, le développement de l'économie libérale, les débuts de l'industrialisation, etc. Cette période est celle des ruptures politiques, techniques et économiques. Entre le milieu du XIXe siècle et les années 1980, et plus particulièrement le 9 novembre 1989, avec la chute du mur de Berlin et la disqualification du communisme, cette période se caractérise par la concurrence entre 2 grands courants. D'une part, la percée du libéralisme américain sans foi ni loi. D'autre part, le marxisme et ses dérivés que sont le communisme et le socialisme, qui ont fini par s'étendre
parce qu'ils étaient fondés sur une absurdité mathématique qui consiste à considérer que tous les individus sont égaux, alors que les caractéristiques humaines se distribuent selon une loi normale, traduite par une courbe de Gauss. Depuis les années 1980 à nos jours, cette période se caractérise par la percée de la Chine, la mondialisation du commerce, l'avènement de l'Internet qui pousse la culture du temps réel, le développement des pays émergents et le mouvement du libéralisme social et de l'intelligence du compromis qui mettent en perspective l'histoire de l'avenir de ce début de troisième millénaire. La stratégie de développement de l'économie marchande et de la civilisation. L'économie marchande s'est développée de cœur marchand en cœur marchand en traçant les grandes routes commerciales en relation avec la route de la soie. À partir de l'an 936, dans les villes de Germanie de ce qui deviendra le Saint-Empire, avec la création du statut de ville libre qui permet à tous les individus de faire du commerce, la liberté d'entreprendre sans distinction de classe, la création de la monnaie en deniers d'argent qui permet de valoriser les surplus agricoles des abbayes et de créer des marchés d'échange, la liberté de travailler sans en être empêché en installant en Europe les bases de la liberté qui font le libéralisme, la reconnaissance des compétences des dirigeants et l'émergence d'une nouvelle classe sociale que l'on nomme la bourgeoisie. À partir de 962, sur les grandes routes commerciales de l'Europe, qui relient dans le cadre du Saint-Empire les pays de l'Europe du Nord, les pays de l'Europe du Sud et la route de la soie qui alimente l'Occident en produits de luxe et en innovation. À Venise, en l'an 1082, avec les importants privilèges commerciaux accordés par l'Empire byzantin, en récompense de l'aide navale apportée à Constantinople pour se défendre contre les Vikings. Ainsi, la République de Venise construit méthodiquement son contrôle de la mer Méditerranée au débouché de la route de la soie, à Constantinople, à Izmir, à Damas. À Bruges, en 1137, lorsque les entrepreneurs, les marchands et les artisans profitent d'une déshérence momentanée d'empereurs du Saint-Empire pour instaurer le statut de ville libre et pour s'octroyer le droit d'établir un marché qui devient rapidement le carrefour des échanges en Europe du Nord, avec la commercialisation des produits innovants de la Flandre, qui compte parmi les terres les plus riches d'Europe, les fourrures en provenance de Scandinavie, la laine en provenance d'Angleterre, le poisson pêché en mer du Nord et en mer Baltique à Hambourg, à Lübeck, à Rostock, à Cieszyn, à Gdansk, à Riga, à Novgorod, l'installation progressive des marchands de la Ligue hanséatique et des changeurs, l'installation des banquiers, que l'on appelle aujourd'hui les banquiers lombards, venus des villes d'Italie du Nord, de Venise, de Milan, de Bergame, de Gênes, de Florence, de Pise, de Lucques. À Venise en 1204, avec la mainmise sur Constantinople et le contrôle complet du commerce en mer Méditerranée, suite au détournement de la 4e croisade au profit des Vénitiens. En plus de sa position privilégiée pour contrôler le commerce en Méditerranée, le sac de Constantinople rapporte à Venise 33 tonnes d'or, ainsi que les statues des chevaux disposés sur la façade de la basilique Saint-Marc. Le contrôle de Constantinople et du commerce dans la mer Méditerranée sera ensuite partagé plus ou moins amicalement avec la République de Gênes. À Lübeck et à Hambourg en 1241, avec la création de la Ligue hanséatique, qui passe des accords avec les États d'Europe et avec la création d'un gigantesque et remarquable réseau de distribution des produits dans plus de 300 villes d'Europe du Nord. La Ligue hanséatique contribue au développement de l'économie marchande jusqu'en 1669, date à laquelle elle est dissoute en raison de la concurrence du commerce au long cours pratiqué par les entrepreneurs et les marchands des Pays-Bas au moyen de la flûte hollandaise. À Florence, à partir de 1434, avec l'avènement des Médicis, et plus largement avec l'activité des banquiers lombards de Milan, de Gênes, de Pise, de Lucques, qui font une percée des activités de change avec la création de filiales dans tous les pays d'Europe, notamment avec la création de 16 filiales de la Banque Médicis dans les grandes villes d'Europe. Dans le même temps, ces villes d'Italie du Nord importent des matières premières à partir de Bruges et les transforment en étoffes qui sont exportées dans tout le bassin méditerranéen. À Anvers, à la fin du XVe siècle, pour faire suite à l'ensablement du port de Dame qui dessert Bruges et à l'opportunité de l'invention de l'imprimerie. À Augsbourg, à partir du XVe siècle,
avec le contrôle des mines de Germanie et du port de Venise par la famille Fugger, qui invente la comptabilité à partie double afin de mieux gérer ses avoirs qui constituent alors la plus grosse fortune d'Europe. Pour mémoire, les descendants des Fugger existent toujours à Augsbourg avec la banque Fugger et avec les 9 fondations qui gèrent le patrimoine de la famille. À Gênes, à partir de 1650, avec l'invention de la banque moderne, en capitalisant ainsi des siècles d'expérience des banquiers lombards, de l'office Saint-Georges de Gênes, de Florence, de Lucques, de Sienne, de Pise et des dizaines de familles de banquiers d'Italie du Nord, notamment les Médicis, les Pazzi, les Tolomei qui sont toujours présents à Sienne depuis le XIIe siècle et qui existent toujours, les Baldi, les Peruzzi, etc. La période de 1650 à 1750 correspond à ce que l'on appelle le siècle des Génois. Pour mémoire, la banque Médicis, proche de la faillite, a été fermée par Ferdinand II de Médicis en 1650. Le 22 octobre 1686, Louis XIV révoque le versant religieux de l'édit de Nantes en signant l'édit de Fontainebleau. Le protestantisme devient dès lors interdit sur le territoire français. Cette révocation entraîne l'exil d'au moins 300 000 protestants vers les pays de l'Europe du Nord, qui pour la plupart emportent avec eux leur industrie. La révocation de l'édit de Nantes est une erreur majeure de Louis XIV, qui appauvrit le pays d'une puissance économique qui a renforcé au contraire l'économie des pays d'accueil. Colbert a tenté de corriger cette erreur au moyen du colbertisme, qui a eu un effet négligeable, car il n'est pas un théoricien de l'économie, ni un innovateur des idées qui sont déjà bien présentes en Europe depuis des siècles, ni l'homme du changement pour redresser une économie effondrée par des guerres incessantes. À Amsterdam, à partir du XVIIe siècle, avec le développement du commerce au long cours, au moyen d'un nouveau type de navire, la flûte hollandaise. Le XVIIe siècle est considéré comme l'âge d'or d'Amsterdam, qui devient à cette époque la ville la plus riche du monde. Les marchands d'Amsterdam possèdent la majorité des actions de la première grande multinationale de l'histoire, créée en 1602, qui s'appelle la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, et qui a pour rivale la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, créée en 1621. Ces deux sociétés ont fait l'acquisition de plusieurs territoires d'outre-mer, notamment en Indonésie. Les bateaux reviennent d'Indonésie chargés de précieuses épices. À Londres, à la fin du XVIIIe siècle, avec le développement de la machine à vapeur, à la suite des travaux de l'ingénieur écossais James Watt. Cette innovation marque une étape clé dans la révolution industrielle en fournissant une nouvelle source d'énergie. Avant le développement de la machine à vapeur, l'énergie était d'origine humaine, animale, hydraulique ou éolienne, c'est-à-dire limitée et non transportable. Le développement de la vapeur a été essentiel pour les progrès qui ont suivi dans le domaine des transports, comme le bateau à vapeur et les locomotives à vapeur. Le watt a été donné à l'unité internationale de puissance. À Boston, au milieu du XIXe siècle, avec l'explosion des machines. Vers 1750, Boston est alors la troisième ville la plus peuplée des colonies britanniques d'Amérique du Nord. L'activité industrielle y est florissante avec la construction navale, la métallurgie, le textile, la pêche, la distillerie et le trafic transatlantique. Le port exporte du bois, de la farine, de l'huile de baleine, de la viande et du poisson. Les marchands de Boston reviennent des Antilles avec du sucre, du rhum et des mélasses. L'essor économique enrichit la bourgeoisie marchande qui contrôle les entrepreneurs de la ville qui se spécialisent dans la confection, l'industrie du cuir, la construction navale et la fabrication de machines utiles au développement économique. À New York, à la fin du XIXe siècle, avec le développement de l'électricité. L'histoire de New York à la fin du XIXe siècle peut se résumer par les quelques 700 brevets de Nikola Tesla, par les 1093 brevets de Thomas Edison et par la création par ce dernier de General Electric qui a traversé le siècle en apportant ses innovations et en positionnant aujourd'hui l'entreprise comme l'une des plus grandes entreprises du monde avec un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards d'euros. À Los Angeles, à la fin du XXe siècle, notamment dans la Silicon Valley, avec l'invention et le développement de l'électronique, de l'informatique, du microprocesseur, de l'ordinateur portable, du téléphone portable, de l'Internet, de la messagerie électronique, et aujourd'hui,
avec la diversification vers d'autres domaines que l'informatique, notamment vers les biotechnologies et les énergies renouvelables. À Chongqing, en Chine aujourd'hui, avec la production de masse à bas coût dans l'une des plus grandes agglomérations du monde qui compte près de 40 millions de personnes. À Chengdu, en Chine aujourd'hui, avec le contrôle à distance et la maintenance en ligne de la plupart des ordinateurs du monde. À Shanghai, en Chine aujourd'hui, qui est devenu le plus grand port du monde, ainsi que les autres grands ports de la côte chinoise, qui expédient quotidiennement une quantité impressionnante de containers dans le monde entier. Afin de situer l'ampleur de la Chine dans le commerce mondial, il y a lieu de savoir que dans les 30 plus grands ports du monde, 15 sont chinois, Rotterdam est en 9e position, Anvers en 23e position et Hambourg en 30e position. À Bangalore, en Inde aujourd'hui, avec plus d'1 million d'ingénieurs et de chercheurs sur site qui produisent des logiciels informatiques, de la biochimie avec la fabrication de molécules pharmaceutiques, des médicaments génériques, de l'aérospatial et du textile. Bangalore est une ville de plus de 8 millions d'habitants qui est devenue un centre universitaire, scientifique, économique réputé comme étant la Silicon Valley indienne et un pôle de compétences d'importance mondiale où de très nombreuses entreprises technologiques y sont installées, avec des unités de recherche, de services, de conception et de production, notamment Google, Microsoft, Yahoo, Amazon, IBM, AXA, HP, Accenture, Capgemini, Adobe, Schneider Electric, Steria, etc. À Sao Paulo, au Brésil aujourd'hui, avec le complexe portuaire de Santos, qui concentre plus du quart des échanges de la balance commerciale brésilienne, avec ses exportations de café, de soja, de sucre, de viande bovine, d'éthanol, de poulet. Plus de 10 millions de poulets sont exportés chaque jour sur le port de Santos. Telle est la dynamique du développement de l'économie marchande qui a généré la civilisation occidentale. En sa qualité d'armateur et de marchand, Jacques Coeur adopte la même logique que les entrepreneurs de Germanie et d'Italie du Nord. Il construit un palais à Bourges, il fait du commerce essentiellement avec la cour du roi de France basée à Paris et dans la vallée de la Loire, il développe ses affaires à partir de son palais de Montpellier, il construit ses bateaux à partir de son arsenal basé à Aigues-Mortes, il commerce au débouché de la route de la soie, notamment avec Damas. À la suite de son bannissement du royaume de France en 1454, Jacques Coeur se réfugie dans les îles grecques de la mer Égée pour défendre les droits du commerce au débouché de la route de la soie, à la suite de la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. En 1456, pour le nouveau pape Calix III, il conduit une expédition sur l'île génoise de Chios, au large de Izmir en Turquie, qui est menacée par les Ottomans. Il y trouve la mort le 25 novembre 1456. Les routes de la soie désignent soit un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant les villes actuelles de Xi'an en Chine aux villes d'Antioche, d'Izmir, d'Istanbul, anciennement Constantinople, en Turquie, et de Damas en Syrie. Elle tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transite, la soie. Les Chinois en fixent l'ouverture au voyage de Xiangqian. La route de la soie se développe surtout sous la dynastie Han. Elle connaît une nouvelle période de développement sous la dynastie Tang, puis durant la paix mongole au XIIIe siècle. À partir du XVe siècle, la route de la soie terrestre est progressivement abandonnée du fait de l'instabilité des guerres ottomanes, puis de la chute de Constantinople en 1453, qui pousse les Européens à privilégier la route maritime. Les routes de la soie désignent soit une route maritime découverte par l'amiral Zheng He dans le cadre de ses expéditions jusqu'au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Il est préférable de parler des routes de la soie au pluriel qui permettent d'échanger les marchandises telles que le musc, les pierres précieuses, la porcelaine, les étoffes de laine ou de lin, les soieries, le jade, l'ambre, l'ivoire, la laque, les épices, le verre, le corail, les métaux précieux, des armes, etc. Les routes de la soie permettent également d'échanger des techniques innovantes, des idées et des religions. Les leviers de l'économie marchande. Dans l'univers, tout est système. Autrement dit, l'univers est constitué d'un ensemble de processus qui sont reliés les uns aux autres, qui
qui permettent de transformer des données d'entrée en données de sortie et qui sont capables de s'améliorer. C'est le fondement de l'évolution des espèces théorisé par Charles Darwin. Ainsi, premièrement, un système est soumis aux évolutions de l'environnement pour constituer ce que nous appelons un écosystème, c'est-à-dire une co-construction entre les événements et les parties prenantes du système considéré. Cette co-construction s'inscrit dans la trajectoire du changement et des enjeux requis pour construire un avenir durable. Ainsi, deuxièmement, un système est activé par la volonté plus ou moins affirmée des individus de faire évoluer la co-construction environnement-intelligence des individus en fonction de la loi des 7 R. Ainsi, un individu peut décider de ne rien faire, procéder à des réglages mineurs, réformer, c'est-à-dire changer la forme sans changer le fond, rénover, c'est-à-dire changer un peu le fond et un peu la forme, refonder, c'est-à-dire changer le fond et changer la forme en conséquence, faire des ruptures, c'est-à-dire créer un nouvel avenir sur le fond et sur la forme, révolutionner, c'est-à-dire changer le fond et la forme de façon radicale et spectaculaire. Ainsi, troisièmement, un système reçoit des données d'entrée à partir desquelles les parties prenantes du système considéré peuvent imaginer leur vision de la situation et établir la nécessité de conduire le changement à la hauteur des enjeux. Ainsi, quatrièmement, un système transforme les données d'entrée en données de sortie au moyen d'un modèle économique de référence qui évolue au fur et à mesure des périodes d'évolution de l'histoire, vers toujours plus d'ouverture au dehors et vers toujours plus de mobilisation au dedans. Aujourd'hui, les tendances qui dessinent l'histoire de ce début du troisième millénaire sont orientées vers davantage de libéralisme social et vers davantage d'intelligence du compromis. Ainsi, cinquièmement, un système produit des résultats qui peuvent être interprétés en fonction des périodes d'évolution de l'histoire. Aujourd'hui, la tendance est de créer de la valeur, c'est-à-dire la rentabilité des investissements et des efforts, plus la satisfaction des parties prenantes à la hauteur de ce qu'elles veulent être, paraître, représenter aux yeux des autres et devenir dans le futur, plus les émotions qui résultent de la qualité des échanges. Aujourd'hui, la tendance est de créer de la valeur de façon la plus équilibrée possible pour toutes les parties prenantes. Ainsi, sixièmement, un système s'améliore en faisant progresser toutes ses forces compétitives dans le système des évolutions culturelles, politiques, économiques, sociétales, sociales et environnementales. Ainsi, septièmement, un système est assorti d'outils de référence en annexe. Ainsi, l'analyse des systèmes autocontrôlés nous permet d'établir notre représentation mentale de l'économie. Avec, premièrement, le positionnement de l'écosystème de l'économie conçu pour répondre aux 8 besoins fondamentaux des individus qui composent la société. Les besoins physiologiques, les exigences de société, les besoins d'usage, les besoins de sécurité et de confort, les besoins d'appartenance, les besoins de communication, les besoins d'accomplissement, les besoins d'engagement. L'histoire de l'économie marchande met en évidence un déficit de culture économique évident au regard des pays d'Europe du Nord, d'où un enjeu vital qui consiste à faire évoluer la culture. Avec deuxièmement, la volonté des parties prenantes qui est de procéder à une refondation de la culture, voire à des ruptures, voire à des révolutions, afin de faire évoluer les mentalités. Avec troisièmement, la vision de l'économie marchande qui est centrée sur la réponse aux 8 besoins fondamentaux des parties prenantes qui sont les clients, l'État, les circuits d'influence, les partenaires, la personne morale concernée, les partenaires sociaux, les salariés, les ONG représentatives du développement durable. La justification de l'économie et sa mission essentielle est de répondre globalement à tous les besoins et à toutes les attentes des clients. Avec, quatrièmement, le modèle économique de référence qui est fondé sur les réflexes et le bon sens et sur les 8 principes fondamentaux de l'excellence qui font le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis plus d'un millénaire. Les 8 principes fondamentaux de l'excellence qui font le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis plus d'un millénaire sont
Les 8 principes fondamentaux de l'excellence qui font le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis plus d'un millénaire sont: premièrement, avec, cinquièmement, les finalités de l'économie marchande qui sont de créer de la valeur, c'est-à-dire de la rentabilité, plus des satisfactions, plus des émotions, de façon la plus équilibrée possible pour toutes les parties prenantes, que sont les clients, l'État, les circuits d'influence, les partenaires, la personne morale concernée, les partenaires sociaux, les salariés, les ONG représentatives du développement durable. Avec, sixièmement, la dynamique de progrès vers l'excellence qui est d'optimiser la sociodynamique du leadership des parties prenantes vers davantage d'ouverture au dehors et vers davantage de mobilisation au dedans. Ainsi, la mission de toutes les institutions, des entreprises publiques, privées et associatives est de répondre aux 8 besoins fondamentaux des parties prenantes. Le modèle économique de référence est le modèle historique du management par l'excellence. Les finalités de toutes les institutions, des entreprises publiques, privées et associatives sont de créer de la valeur la plus équilibrée possible pour toutes les parties prenantes. Les valeurs culturelles déterminantes sont les satisfactions des clients, la sociodynamique du leadership et la pensée globale systémique. L'analyse des systèmes autocontrôlés peut servir à structurer de façon globale et cohérente la Constitution de la République, le Code de l'économie, les statuts des sociétés, le système de management par l'excellence des entités économiques, ainsi que les processus opérationnels. Aujourd'hui, dans ce monde de changement, il nous faut assurer l'agilité de l'organisation au moyen d'une cartographie des processus mettant en évidence les 8 objectifs stratégiques fondamentaux de l'entreprise et l'organisation matricielle qui sépare le flux des revenus du flux des coûts, car ces flux n'ont ni les mêmes finalités ni la même logique. Il nous faut établir la cartographie des processus pour traduire les principes fondamentaux de l'excellence, nommer les pilotes de processus, assigner les objectifs opérationnels, assortis des indicateurs de performance et des valeurs de référence de la culture d'entreprise. La création de valeur pour les parties prenantes. La création de valeur est la finalité du processus économique permettant de répondre globalement aux 8 besoins fondamentaux des parties prenantes de façon la plus équilibrée possible. Les parties prenantes sont les clients, l'État-nation, les réseaux d'influence, les partenaires financiers et non financiers, l'organisation elle-même en tant que personne morale, les partenaires sociaux, tous les salariés, dirigeants, cadres et employés, les ONG représentatives du développement durable. L'objectif est de faire converger les intérêts particuliers vers la concorde et vers l'intérêt général. La création de valeur repose sur la grille de référence permettant d'analyser les besoins et les attentes des parties prenantes et en premier lieu des clients. La création de valeur recouvre la rentabilité de l'investissement et des efforts déployés, plus les satisfactions morales à la hauteur de ce que les parties prenantes veulent être, paraître, représenter et devenir, plus les émotions qui résultent à la fois du produit ou du service et de la qualité de la relation client.
Nous pouvons évaluer l'indice de création de valeur pour chaque partie prenante à partir du profil de satisfaction de ses besoins et de ses attentes. Nous pouvons évaluer l'indice global de création de valeur des parties prenantes et en déduire les axes de progrès pour faire converger les intérêts vers la concorde et vers l'intérêt général. La dynamique de progrès vers l'excellence de l'économie. Les leçons de l'histoire du deuxième millénaire nous enseignent que les clés de la co-construction entre les individus et leur environnement reposent sur davantage d'ouverture au dehors et vers davantage de mobilisation au dedans. Ce constat est validé par les tendances actuelles qui dessinent ce début de troisième millénaire avec davantage de libéralisme social et davantage d'intelligence du compromis. Tels sont les fondements de la matrice de l'excellence. Sous l'effet d'une complexité croissante, nous sommes passés de l'approche cartésienne de René Descartes, qui découpe les problèmes pour mieux les régler, à une approche globale, holistique et systémique, fondée sur la philosophie du tout, la pensée globale qui relie d'Edgar Morin, la sociodynamique du changement de Jean-Christian Fauvet. Cette approche globale se traduit par 4 comportements caractéristiques qui influencent la dynamique de progrès vers l'excellence. Le champ des retardataires qui ont le nez dans le guidon se caractérise par une attitude d'incompétence, solitaire, fermée, loin des réalités du monde qui change. Le champ des mercenaires sans foi ni loi, inspiré des méthodes capitalistes américaines, se caractérise par une attitude plutôt d'incompétence et solitaire, mais toutefois volontariste et avec une capacité d'ouverture aux opportunités du monde qui change. Le champ des sectaires avec l'esprit tribal se caractérise à la fois par une attitude dictatoriale et par une attitude collective autour d'un chef de secte qui fait la loi devant être appliquée par tous. Le champ des leaders, avec une approche globale, holistique, systémique, se caractérise par les pratiques du libéralisme social et la volonté de mobiliser autour d'une vision partagée fondée sur l'intelligence du compromis. C'est le champ de référence vers lequel toutes les forces compétitives de l'organisation doivent converger. Dans la société et dans toutes les organisations, tout est force compétitive, environnementale, managériale, culturelle, technologique, administrative, économique, sociétale, sociale, comportementale. La sociodynamique du changement et du leadership des acteurs d'excellence consiste donc à faire progresser l'ensemble des forces compétitives vers le profil des leaders, dans le sens du libéralisme social et de l'intelligence du compromis qui dessine ce début de troisième millénaire. La pratique de l'auto-diagnostic ou de l'auto-évaluation permet de positionner chaque force compétitive sur la matrice de l'excellence. L'enveloppe du nuage de points forme le profil d'excellence de l'organisation. Les coordonnées du centre de gravité du nuage de points définissent l'indice de performance globale de l'organisation, exprimé en nombre de points sur un total de 1000 points. Comme toutes les caractéristiques humaines, l'indice de performance globale des entreprises se distribue selon une loi normale traduite par une courbe de Gauss. Tel est le cas d'entreprises qui ont engagé une démarche d'amélioration en référence au modèle économique de l'excellence. Il y a lieu de positionner l'indice de performance globale de l'entreprise sur les courbes de Gauss, puis de fixer un objectif de performance. La sociodynamique du leadership vers l'excellence consiste à faire progresser le profil de l'organisation. Premièrement, marquer la volonté de conduire le changement à la hauteur des enjeux. Deuxièmement, construire l'avenir en créant de la valeur, c'est-à-dire des résultats, plus des satisfactions, plus des émotions, de façon la plus équilibrée possible pour toutes les parties prenantes. Troisièmement, mettre en œuvre les meilleures approches dans la logique du libéralisme social. Quatrièmement, mobiliser les parties prenantes au moyen d'une vision partagée et d'une intelligence du compromis au lieu du concept marxiste de la lutte des classes. Le plan stratégique triennal permet de faire progresser le modèle économique de l'organisation en définissant les plans d'action
et les indicateurs de performance correspondants.